Bonsoir à tout le monde. Ravi de vous retrouver encore pour ce nouveau séminaire. Je me décale un peu pour qu'on me voit. Pour ce nouveau séminaire portant sur les troubles sexuels. Nous en sommes au 3e de cette année après avoir évoqué le harcèlement scolaire et les douleurs chroniques. Donc aujourd'hui, nous retrouvons Aurélie Polia qui va nous faire un état de la littérature sur justement le trouble sexuel ainsi que les différents troubles qu'on retrouve à l'intérieur, tels que les troubles érectiles, les troubles du désir ou encore le vaginisme. Et ensuite, on aura le professeur Quadéric qui va nous présenter 2 cas cliniques illustrant la problématique qu'on peut retrouver dans cette clinique des troubles sexuels. Voilà, je laisse maintenant la parole à Aurélie Polia qui va nous présenter son travail. Bonsoir. Bonjour à tous. Du coup, je vais vous parler, des dysfonctions sexuelles. Donc selon le DSM-5, les dysfonctions sexuelles sont un groupe hétérogène de troubles qui se caractérisent, chez une personne par une perturbation, de la capacité à répondre sexuellement ou à éprouver le plaisir sexuel. On va avoir, dans le DSM, différents troubles, donc je vais vous les énoncer comme ça, mais on va pas tous, les détailler. Donc il y a l'éjaculation retardée, le trouble de l'érection, le trouble de l'orgasme chez la femme, le trouble de l'intérêt pour l'activité sexuelle ou l'excitation sexuelle chez la femme, le trouble lié à des douleurs génitopelviennes ou à la pénétration, la diminution du désir, sexuel chez l'homme, l'éjaculation prématurée et enfin la dysfonction, sexuelle induite par une substance ou un médicament. Donc vous voyez, il y a énormément de troubles. Donc par un souci de temps, je vais pas avoir le temps de vous décrire tous les troubles, mais je vais vous en détailler, quelques-uns. Alors pour commencer, je vais vous parler du trouble lié à des douleurs génitopelviennes ou à la pénétration. Peut-être que vous connaissez plutôt ce trouble sous le nom de vaginisme. Alors quel est-il? Il C'est un dysfonctionnement sexuel, qui se manifeste par une contraction des muscles du plancher pelvien, donc des muscles qui entourent le vagin et lorsqu'il y a tentative d'insérer un objet, à l'intérieur du vagin, donc soit, un tampon, soit un spéculum de gynécologue ou pendant l'acte, sexuel. Alors avant de vous parler des caractéristiques de diagnostic, je vais vous parler un petit peu des chiffres. Alors ça va être très vite parce qu'il y a très peu, d'études et de chiffres, concernant, le vaginisme. On a des on a certains chiffres qui tournent autour de 5 à 17 des femmes de la population qui pourraient souffrir de cette, de ce trouble. Cependant, c'est sans doute très inexact puisque, il y a très peu de femmes qui viennent consulter, avec, ce genre de douleur ou ce genre de problématique. Ça va, merci. Non, c'est bon, c'est bon. Non, vraiment. Du coup, elles viennent pas, consulter par, beaucoup de craintes, face au jugement des autres et également, à cause de beaucoup de tabous qu'il y a encore dans notre société, concernant, la parole, sur la sexualité, sur le désir, sexuel et concrètement aussi sur les dysfonctionnements qu'on peut présenter, au cours de notre sexualité. Alors, je vais vous parler un petit peu plus des caractéristiques, de diagnostic. Donc, ce trouble se réfère plutôt à 4 symp à peu près 4 symptômes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des difficultés persistantes à avoir des rapports sexuels. Donc, ça peut aller de l'incapacité à faire l'expérience de la pénétration vaginale, peu importe la situation. C'est-à-dire, pendant l'acte sexuel, mais aussi lors d'examens gynécologiques ou lors d'insertion d'un tampon, jusqu'à la capacité, de faire facilement l'expérience de l'acte, sexuel, mais dans certaines situations. Il y a certaines femmes qui arrivent à aller avoir des examens gynécologiques, mais n'arrivent pas à avoir de rapport avec leur partenaire. Dans la clinique, la plupart du temps, ce sont des femmes qui vont, venir, qui ne vont pas réussir à avoir de rapport avec leur partenaire. Ces difficultés, à avoir des rapports sexuels va s'accompagner de douleurs génitopelviennes, donc lors de la pénétration vaginale.
On peut les qualifier soit de superficielles, quand elles se trouvent au niveau de la zone vulvo-vaginale, soit, de profondes, quand elles se trouvent plutôt au niveau de la zone pelvienne. Ces douleurs vont persister, pendant un très grand laps de temps après, la pénétration vaginale, s'il y a. Et elle peut persister également, lors de la miction, donc le fait d'aller, uriner après, par la suite. Ces femmes présentent beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, face à ces douleurs. Hem, Elles vont, toutes ces angoisses, tous ces sentiments négatifs vont créer, beaucoup, de comportements d'évitement, heu, que pas peu importe, l'acte sexuel, que qu'elles voudraient avoir. Et comme je vous ai dit, il va y avoir, des tensions, des crispations, des muscles du plancher pelvien. Ça peut être, comme heu, des spasmes de type réflexe qui va se manifester, soit une crispation vraiment, très complète où, là, il n'y aura absolument pas, la possibilité, de pénétration vaginale. Au niveau des caractéristiques, qui sont associées, souvent on a une réduction, du désir et de l'intérêt sexuel qui est présent. Alors pas chez toutes les femmes, hein, il y a quand même des femmes qui ont un intérêt, de l'intérêt et du désir sexuel, pardon, heu, pour certains actes sexuels qui ne sont pas douloureux, sans pénétration vaginale. Mais la plupart du temps, toutes les femmes vont avoir, des comportements d'évitement, de l'acte sexuel, mais aussi des comportements d'évitement, face à des examens gynécologiques, même si alors que c'est très recommandé pour des femmes qui ont ce genre de douleur. Il va y avoir également de nombreux, problèmes, relationnels et conjugaux. Il va y avoir une altération, de leur sentiment de féminité qui est très présent. Et il faudra bien, spécifier, lors de l'anamnèse, le trouble, s'il est primaire ou secondaire. S'il est primaire, c'est-à-dire qu'il est, de tout temps, donc la perturbation est présente depuis, le commencement, des activités sexuelles. Et secondaire, s'il est acquis, donc la perturbation arrive, après un laps de temps, où les relations sexuelles étaient relativement normales. Il faudra bien évidemment, comprendre s'il est généralisé à toutes les situations sexuelles ou, vraiment situationnel à qu'1 ou 2 situations. Hem, alors il va y avoir également des facteurs de risque pour ce trouble. C'est souvent des violences, sexuelles, des violences physiques. Il peut y avoir aussi des douleurs, qui persistent après des infections, vaginales, qui sont soignées, mais les douleurs vont quand même persister. Et un signe qui est, précurseur un petit peu de ces troubles, c'est, le fait qu'une jeune femme n'arrive pas à mettre de tampon, avant qu'elle ait de rapport sex avant qu'elle ait, quel que soit, un rapport sexuel, peu importe lequel. Donc il est vraiment très important de privilégier une éducation, sexuelle adéquate afin d'abolir un peu toutes les fausses croyances, des patientes, concernant le vaginisme, car, elles ont en effet souvent, l'impression que leur vagin est trop petit, trop étroit et que rien ne va pouvoir, rentrer, ni un pénis, ni un tampon, peu importe. Et il faudra vraiment abolir ces fausses croyances, pour soigner le trouble. Alors pour continuer, je vais vous parler, du trouble de l'érection. Alors le trouble de l'érection, c'est l'incapacité répétée à obtenir ou à maintenir une érection, lors d'activités sexuelles, avec un ou une partenaire. Il y a à peu près 13 à 21 des hommes, âgés de 40 à 80 ans, tiens, je te passe, qui sont, occasionnellement, victimes, enfin, qui ont des troubles de l'érection et une forte augmentation de la prévalence, qui est liée à l'âge après 50 ans. Les causes sont souvent, soit, organiques, soit psychologiques. Alors les causes, organiques ça peut être un trouble cardiovasculaire ou à cause de la prise de médicaments comme les diurétiques ou les psychotropes. Hem
La plupart du temps, en première recommandation, on demande un bilan, cardiovasculaire, puis, est prescrit souvent des médicaments, de par voie orale comme par exemple le Viagra ou par voie locale comme des testostérone dans le corps. En fait, l'état de santé, de la personne va permettre de nuancer un petit peu toutes ces notions, sur la qualité de l'érection. Par exemple, un individu qui a un faible IMC, qui est non-fumeur et qui a une cinquantaine d'années, va avoir une meilleure qualité, d'érection qu'un homme d'une trentaine d'années qui va être en surpoids et fumeur. Donc vraiment, l'hygiène de vie, une bonne hygiène de vie est primordiale, heu, contre, les troubles de l'érection. Ensuite, quand on a, écarté les causes organiques, suite à des examens médicaux, on va, plutôt, se porter sur des, causes psychologiques et il faudra vraiment chercher un petit peu si, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, s'il y a eu des deuils, des pertes financières, des pertes de travail, des problèmes relationnels, conjugaux et cetera et il faudra vraiment, chercher à ce niveau-là. Alors au niveau des caractéris caractéristiques de diagnostic, pardon, il va y avoir, plusieurs symptômes qui peuvent apparaître. Donc soit la difficulté à parvenir à une érection au cours de l'activité sexuelle, soit, la difficulté à maintenir l'érection jusqu'à l'achèvement de l'acte sexuel et soit la diminution de la rigidité érectible tout au long de l'acte sexuel. Hem alors il faut comprendre tout d'abord que, l'érection, c'est un phénomène réflexe, qui répond à une stimulation, sexuelle ou un phénomène spontané qui, apparaît pendant les cycles paradoxaux du sommeil. Hem, Souvent, il va y avoir, des hommes qui vont, se demander pourquoi ils n'ont pas, d'érection, matinale tous les matins. Or, si le réveil se fait en dehors des cycles paradoxaux du sommeil, qui est la phase où il y a des érections spontanées, c'est tout à fait normal et s'il y aura, plus aucune, érection matinale, on peut se poser la question, heu, de ce qui se passe et aller, demander un avis médical. Alors les troubles de l'érection, sont généralement très mal vécus par les hommes, qui ne les considèrent pas comme une, maladie et un énorme sentiment de honte, de culpabilité vont se mettre en place. Ils vont avoir une faible estime d'eux-mêmes, une baisse de confiance en eux et jusqu'à avoir des affects dépressifs. Hem, En fait, le culte un petit peu de la performance qui est fortement lié à la sexualité masculine et la recherche de la perfection, qui est présent dans notre société, va vraiment avoir une très grande incidence sur les troubles de l'érection. Cette perte, du coup, de l'érection, va un petit peu déstructurer, la personne, car il va plus avoir la possibilité, d'agir librement, sexuellement et va perdre confiance en lui. La quête, donc d'une meilleure performance, peut se changer souvent en une angoisse qui va être très, très envahissante et ce qui va induire un petit peu une spirale de l'échec. Du coup, il va falloir, très vite, rassurer le patient, le faire relativiser sur, plein de ch sur, la perte du trouble de l'érection, sur l'érection, pardon et donc la déculpabilisation va être vraiment, primordiale et le dialogue essentiel, même si avec certains patients, ça va être très compliqué de parler de ce genre de problème. Il va y avoir également une diminution de la satisfaction, sexuelle et une baisse du désir sexuel chez le ou la partenaire. Le ou la partenaire va se demander, pourquoi, va s'interroger sur, en fait, sur l'attirance que son partenaire a et ça va poser beaucoup de problèmes au sein du couple. Hem, il va y avoir également une présence de peur et d'angoisse, chez les hommes et ce qui va entraîner des comportements donc d'évitement également, concernant les actes sexuels et les futures rencontres qu'ils pourraient avoir. Et comme dans tous les autres, dysfonctionnements sexuels, il faudra bien sûr, spécifier le trouble, s'il est primaire ou secondaire, généralisé ou spécialisé et situationnel pardon
et prendre en compte, les facteurs, liés, au partenaire si, il a également des dysfonctions sexuelles, son état de santé, toutes les comorbidités psychiatriques possibles, les facteurs de stress, les facteurs, culturels ou religieux où il y a beaucoup d'inhibitions dans certaines cultures et dans certaines religions au niveau, de la sexualité et cetera et cetera. Alors pour finir, je vais vous parler, d'un dernier trouble. C'est le trouble de l'intérêt pour l'activité sexuelle ou de l'excitation sexuelle chez la femme. Donc comme son nom l'indique, ça va être la diminution ou la réduction, significative de l'intérêt pour l'activité sexuelle ou l'excitation sexuelle chez la femme. Alors au niveau des chiffres, il y a très, très peu de chiffres concernant, ce trouble. Et en plus, ils vont, beaucoup varier en fonction, de la culture des personnes, en fonction de leur âge, de leur religion, en fonction d'énormément de critères différents. Et alors certaines femmes, qui sont plus âgées vont rapporter, moins de détresse à propos d'un désir sexuel faible que des femmes qui sont plus jeunes. Toutefois, le désir sexuel peut diminuer avec l'âge chez les femmes. Au niveau des critères de diagnostic, il y a souvent, une diminution donc et une absence de l'intérêt de l'activité sexuelle. Mais il y a également, aussi une diminution des pensées et des fantasmes érotiques. Alors les pensées et les fantasmes érotiques sont complètement différents d'une femme à l'autre, mais, en général, ces pensées et ces fantasmes vont diminuer avec l'âge, ce qui est tout à fait normal, mais il faudra en prendre en compte dans l'évaluation. Il va y avoir également une diminution de la fréquence d'initiation, des activités sexuelles ou de la capacité à répondre aux sollicitations sexuelles de son partenaire. Donc c'est pour ça qu'il faudra bien, comprendre, quelles sont les, attentes dans leur couple. Il y a également une diminution de l'excitation et du plaisir sexuel, de la femme, qui est un des symptômes les plus importants, dans ce trouble. Et également une diminution de l'intérêt sexuel face à des stimuli visuels, verbaux ou encore écrits et des diminutions ou des absences de sensations génitales et non génitales, peu importe l'activité sexuelle. Et ce qui rentre en compte également, c'est, la diminution de la lubrification vaginale. Alors, au niveau des caractéristiques associées, il y a d'autres dysfonctions, sexuelles qui peuvent rentrer en jeu, comme les problèmes pour ressentir un orgasme, des douleurs lors de la pénétration, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Il va y avoir donc beaucoup de différences, de désir entre, les 2 partenaires et souvent ces femmes, vont avoir des attentes un petit peu irréalistes concernant, le niveau de désir adéquat, pour, l'acte sexuel et également un grand manque de connaissances, sur la sexualité. Donc en fait, les femmes, n'ayant plus, ou moins d'intérêt pour les relations sexuelles, vont être, en grande souffrance et vont être insatisfaites dans leur vie sexuelle. En fait, c'est la douleur de cette perte de désir va souvent s'inscrire dans des conséquences de conflits conjugaux, de frustration, de culpabilité, de menaces, voire même de violences conjugales, ce qui va entraîner de nombreux conflits, dans le couple et entraîner également donc encore moins pardon, d'intérêt pour l'activité sexuelle et encore moins d'excitation sexuelle chez la femme. Heu, Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faudra également spécifier le trouble, donc s'il est primaire, secondaire et s'il est généralisé, ou situationnel. Alors, il faut bien comprendre que le changement, d'intérêt ou d'excitation, sexuelle au cours de la vie, chez la femme est normal. Il va baisser, au cours du temps. Et que les femmes qui ont, souvent des relations, plus longues, ont souvent moins de désir que la plupart, mais que la plupart du temps, elles n'en souffrent moins que des jeunes femmes qui vont, avoir, moins d'intérêt, pour l'activité sexuelle et moins d'excitation sexuelle, que leurs compères qui sont plus, âgés et elles vont beaucoup plus en souffrir. Voilà. Je vais, maintenant, laisser la parole, à André.
Merci. Alors, juste avant de partir sur les études de cas que j'avais prévues, je voudrais rebondir un peu sur ton intervention et alors déjà, par exemple, puisque tu parles de troubles de l'intérêt pour l'activité sexuelle ou de l'excitation sexuelle chez la femme, il y a un point obscur que cliniquement, nous rencontrons très régulièrement, c'est chez l'homme et c'est dans l'homosexualité. Et alors je n'ai pas beaucoup de patients homosexuels, mais les patients homosexuels que j'ai témoignent d'une difficulté à rencontrer quelqu'un et à éprouver du désir. C'est quelque chose qui est totalement méconnu dans, la nosographie et qui est, un point obscur et ça rappelle une chose: tout ce que vous venez d'entendre est en fait en lien avec notre civilisation qui va considérer comme pathologique quelque chose et à une autre époque le considérer comme normal. Et nous sommes à une époque où les critères de performance, les critères de beauté, les critères de développement de soi, le développement, le droit, au plaisir et cetera, sont à un niveau extrêmement élevé comme jamais nous l'avons vu dans l'histoire de l'humanité. Et ce n'est donc pas pour rien que le DSM introduit trouble de l'intérêt pour l'activité sexuelle qui n'existait pas il y a quelques années. Donc il y a bien une contingence civilisationnelle et ce qui est considéré comme pathologique à notre époque ne l'était pas forcément à une autre. Donc il faut quand même aussi relativiser par rapport à cela. Je rajouterai une autre nuance, c'est que nous avons malheureusement une époque où l'éducation sexuelle, heu et passe par le porno et qui va complètement dévoyer l'éducation sexuelle de nos jeunes. Ainsi, très tôt, les jeunes filles vont se sentir obligées d'avoir des performances. Alors le mot que tu as employé par rapport à l'érection, par rapport à la performance, elle est maintenant aussi du côté de la femme. Elle doit être performante. Elle doit être belle, elle doit être performante. Et là, on a des aberrations, des jeunes filles qui, doivent, performer, par rapport à leur corps. Et là encore, on a quelque chose qui est, mais absolument détestable. Nous avons accès, nous cliniciens, à des jeunes filles, qui, veulent donner, l'entièreté de leur corps, on va pas rentrer dans les détails, l'entièreté de leur corps dès les premiers rapports. Je vous renvoie à Honoré de Balzac avec Le Lys dans la vallée ou à, Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir où il effleure la main de madame de Rênal et dans Le Lys dans la vallée, il voit sa cheville et il lui déclare son amour avec un bouquet de fleurs. Sans imaginer bien sûr le Souffrance du jeune Werther ou Roméo qui, n'a consommé absolument pas quoi que ce soit avec Juliette et qui meurt d'amour. Nous en sommes donc loin et cela me rend un peu triste. Donc cette éducation, si on peut appeler ça une éducation par le porno, est extrêmement grave et c'est quelque chose à nous parents à donner à nos enfants et notamment, heu, aux garçons, à ne pas avoir de comportement intrusif et exigeant. Moi, j'ai eu un patient, je n'ai pas eu beaucoup des patients qui étaient alors, petit parallèle, les patients homosexuels qui n'avaient aucun désir, mais qui demandaient l'amour, rencontrent justement une grande difficulté à rencontrer l'amour. Alors, sans rentrer dans les détails scabreux, vous avez, des réseaux sociaux, communautaires et où, les photos de profil ne sont pas des photos de profil de Facebook. Et ce qui tend à montrer un rapport à l'autre de chair à chair et qui n'est pas du tout un rapport d'amour, voire de désir, encore moins de se connaître. Et ça, on est dans la performance, on est dans la chair, on est dans le produit de quelque chose. On n'est plus dans l'amour romantique, et encore loin dans l'amour, comment on appelle ça? L'amour, courtois. Pour revenir, moi j'ai eu un patient qui avait des troubles érectiles. Alors trouble érectile, mais pas avec n'importe qui. Il avait trouble érectile avec sa femme. Par contre, il n'en avait aucune avec une prostituée. Et là, on a encore une fois un côté civilisationnel. Le culte du corps, qui doit être beau, qui doit être parfait, qui doit être, instagrammé,
hein, je viens de l'inventer le néologisme, c'est-à-dire avoir, des longs cils, un tour de poitrine et ne pas avoir de défauts. Mmh. Mais c'est quoi ce monde où, vieillir à côté de quelqu'un et trouver attendrissant les légers défauts que l'outrage du temps donne? Ces notions de tendresse, ces notions d'amour, de bonté, disparaissent de notre époque au profit de cette performance. Et c'est pour ça qu'on a ce genre de problématique qu'on n'avait pas à une époque. Alors, quand je vous disais que ce patient qui avait des troubles érectiles, il n'avait pas des troubles érectiles, il avait fait la chose qu'il ne faut jamais faire en thérapie, il était voir une prostituée. Et en allant voir une prostituée, je lui dis: «Vous avez acheté du oui». Parce que la différence qu'il y a avec une prostituée, c'est qu'il n'y a pas de séduction, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de désir. Vous monnayez le oui. Il n'y a pas de non quand vous allez voir une prostituée. Bon, je caricature, parce que je présume que certaines, prostituées doivent, professionnels du sexe, qu'on me fasse pas un signalement, heu, des usages que je donne de mots, hem, donc doivent refuser certains clients. Vous avez un film qui est là-dessus qui s'appelle Trop belle pour toi. Je ne sais pas si vous l'avez vu avec Gérard Depardieu. Où là, c'était l'inverse. Il avait un désir pour, il était marié avec Carole Bouquet et il avait un désir, c'était, hem, l'actrice, elle était du Splendide, je sais plus comment elle s'appelle, dans Les Bronzés, je sais plus. Bon, bref. Pardon? Oui, c'était Balasco, Josiane Balasco, merci Laurence. J'avais un autre patient, il avait eu un trouble érectile, il n'arrivait plus à avoir d'érection, tout simplement parce que sa femme l'avait trompé avec un homme plus jeune que lui. Donc on voit bien les effets des événements traumatiques et là, on va introduire donc maintenant mes 2 cas cliniques. Alors très souvent, mes chers étudiants, vous me posez la question: «Monsieur Quadéry, quelle est la thérapie la plus complexe?» Et je vous réponds invariablement: «Il n'y a pas de psychothérapie gratuite». Heu, facile. Il n'y a pas de thérapie facile. Il n'y a que des thérapies complexes. Il y a une spécificité dans, le travail avec, le vaginisme. Il y a une spécificité, vous y verrez tout à l'heure. Heu, je vais vous raconter 2 cas, un cas réussi, un cas raté, d'accord? Parce que l'école de la psychothérapie, c'est l'école de l'humilité, de la modestie et de la difficulté. Ce sont 2 jeunes personnes, une de 21 ans et une de 31 ans, d'accord? Les 2 sont en couple au début de la thérapie et quand, pour tous ceux qui connaissent la psychothérapie, je vois mes étudiants de master, donc vous savez très bien, on commence par une anamnèse. Je vous garantis que je n'ai jamais vu d'anamnèse aussi compliquée de ma vie dans les troubles du vaginisme. C'est des découvertes de traumas qui, se déroulent dans la thérapie. Vous avez beau faire une anamnèse, être très précis, être rigoureux, faire un plan de ciblage, va toujours surgir à un moment donné de la thérapie des événements insus de votre patiente. Et je peux vous garantir, j'ai été le premier étonné. Je ne vous cache pas que j'étais plutôt confiant dans les 2 cas. Dans les 2 cas, on a eu un viol, le MDR et la thérapie du trouble de stress post-traumatique, une agression sexuelle en lien avec, avec un symptôme, nous savons faire. Nous savons guérir les phobies d'enfermement, les phobies d'ascenseur, les phobies de voiture, et cetera, et cetera. Tous les mécanismes de la peur sont connus chez tous les psychothérapeutes EMDR. Je ne voyais pas en quoi, jeune idiot que j'étais, en quoi le vaginisme allait faire obstacle à la thérapie EMDR. Nous avons un symptôme, il devait céder. Ce fut bien plus compliqué que ça. Pas seulement à cause des conditions négatives extrêmement puissantes, tu les as évoquées. Il y a pas de place, il y a pas de place. Quand on leur demande de visualiser leur vagin, c'est un mur. Alors vous me dites: «Monsieur Quadéry, nous connaissons le protocole MDR, nous allons prendre la cible, nous vous voyez le mur, continuez avec ça». Bien évidemment, nous le faisons. Bien évidemment, le mur s'effondre. Est-ce que le vaginisme disparaît? Non.
Il y a pas de place, vous travaillez là-dessus, est-ce que le vaginisme disparaît? Non. Et puis surgit, pour les 2 patientes, des infections urinaires dans le grand âge, des inspections de la mère, de l'appareil génital à 8 ans, des jets d'eau froide, des jets d'eau chaude sur l'appareil génital et n'oubliez pas, toutes les 2 ont été agressées sexuellement. Donc il y a aussi des histoires qui font ce qu'en psychanalyse, oui, j'ai bien dit la psychanalyse pour faire sourire encore plus, on appelle un amalgame traumatique. Et la spécificité, et j'y viens maintenant, la spécificité du vaginisme et notre grande difficulté, c'est que tout échec renforce le symptôme. C'est-à-dire que quand vous pensez que votre patiente est guérie de sa phobie des ascenseurs, elle va prendre l'ascenseur, ça a presque marché monsieur. Hein, la fois suivante, ça marche un peu mieux, ça marche un peu mieux. Là, l'échec renforce le vaginisme et va user le désir de guérir. Une sorte de résignation de ce symptôme. Alors qu'est-ce qui marche? Eh bien, toutes les 2 faisaient des TCC avec de l'EMDR. Une, très précisément, avec les dilatateurs de différentes formes qu'elle insérait de façon très régulière à l'intérieur de son intimité pour dilater. Toutes faisaient de la kiné. Toutes étaient assidues et ne rataient aucune séance de MDR. L'une, celle qui a guéri, avait une connaissance extrêmement pointue de tout ce qui lui était arrivé, de tous les mécanismes de son vagin. L'autre le découvrait et était un peu lasse. Toutes les 2 étaient extrêmement intelligentes, toutes les 2 lisaient dans la salle d'attente et n'étaient pas en train de regarder et défiler des vidéos TikTok. Elles étaient en train de lire à chaque fois. C'était 2 personnes extrêmement attachantes. La plus jeune a eu, 3-4 copains, tous très attentifs, doux et à un moment donné, ont voulu forcer la chose. Rupture. Qu'est-ce qui a fait que dans l'une ça marchait, que l'autre ça n'a pas marché? Je l'ignore. Ce que je sais, c'est que quand ça a marché, ça a été un formidable levier pour le MDR. La sensation d'absence de douleur a pu être installée. Vous savez que dans le MDR, vous avez un protocole d'installation des ressources. Vous pensez à la réussite, vous faites des stimulations bilatérales lentes et vous installez la réussite. Mais c'est pas ça, parce que l'autre avait eu aussi cela. Elle a eu un seul rapport où c'était à peu près bien. Vous savez ce que c'était ce rapport? C'était un copain qui l'avait violée dans la nuit. Elle dit: «Bah, tu vois, tu n'es pas bloqué la nuit» et c'était un viol. Comment voulez-vous installer le fait qu'un pénis a pu rentrer en elle sans lui faire de mal, alors qu'elle n'était pas consentante? Vous avez ainsi des myriades, mais des myriades et c'est là où on voit qu'il y a vraiment, la sexualité féminine est extrêmement complexe, tout comme la sexualité masculine, mais elle est pas explorée. Vous avez vu, dans la nosographie, nous avons simplement des problèmes de troubles érectiles. Si c'était que ça la sexualité masculine, ça se saurait. Mais bon, restons sur le vaginisme. L'anamnèse a tout n'a jamais été définitive. Jusqu'aux dernières séances, on avait un gynéco qui était maladroit, eu un interdit de la mère d'avoir des rapports intimes, une mère qui avait des rapports intimes bruyants et qui dégoûtaient la jeune fille. Il y avait donc toute une myriade de, micro-agressions, de micro-traumatismes qu'il fallait aller travailler en EMDR et on n'en voyait jamais la fin. Alors vous allez me dire: «Monsieur Quadéry, vous avez quand même l'habitude, quand vous avez une carence éducative avec violence psychologique et violence physique de 3 ans à 18 ans, il y a des myriades et des myriades de coups». Oui, bien évidemment, nous avons ça. Il y a un nombre fini, mais on l'a dès le début. Là, on les découvre. Et on a beau faire une anamnèse régulière, la personne découvre avec vous: «Mais j'ai jamais dit mais j'avais des, infections urinaires, ma mère pensait que c'est parce que je me touchais alors qu'en fait, j'étais pas assez hydraté» et la mère qui inspecte et qui donne, des jets et le beau-père qui rentre à ce moment-là chez une petite gamine de 8 ans. Alors, la jeune fille avec qui ça fonctionnait, hem, elle était très assidue, faisait beaucoup de thérapie cognitivo-comportementale, lisait énormément et le vaginisme a disparu avec un nouveau compagnon
doux, attentif et gentil. Alors vous allez me dire: «Monsieur Connery, il suffit de ça». Non, la deuxième était mariée avec un homme doux, attentif et gentil, très patient, très doux et qui, prenait son temps. Le problème, c'est que la phobie de l'ascenseur, vous êtes seul. Le vaginisme, vous êtes 2. C'est une problématique de relation. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous échouez, vous renforcez le symptôme. Vous vous dévaluez. Vous voyez dans le regard de l'autre le désir qui s'éteint, voire la colère. Et ça, c'est un renforcement négatif du symptôme. Alors vous allez me dire, mais d'où ça vient? Là, il nous manque malheureusement Anaïs. Neurobiologiquement parlant, nous le savons tous, vous avez un système amygdalien qui est le lieu du stress qui va activer le orthosympathique. Le orthosympathique, c'est véritablement tout ce qu'il y a de stress. Lorsque vous avez passé votre soutenance de rapport de stage, vous étiez stressé, vous êtes sorti, vous étiez soulagé. Vous êtes passé d'orthosympathique à parasympathique. On le sait, puisque les études l'ont montré, toutes les personnes qui présentent un trouble de stress post-traumatique ont une valence orthosympathique plus importante que la moyenne. Ils vivent quasiment tout le temps en stress, avec très peu de passage au parasympathique. Vous vous doutez bien que quand on est stressé, quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, vous connaissez le vieil adage. Eh bien, les personnes qui sont en stress permanent, on peut du coup comprendre, par là même, comprendre, hein, je ne vais pas jouer aux jeunes, hein, du coup, donc par là même, on peut comprendre l'effet de la crispation du muscle pelvien. On peut le comprendre. Mais le MDR a un effet de relaxation. Toute personne qui a fait une thérapie EMDR ici ou qui est psychothérapeute EMDR a vu, après la période le paroxystique, quand vous exposez votre patient aux souvenirs traumatiques, la sensation corporelle, la précision des souvenirs augmente, 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 augmente. Elle arrive à un plateau et ensuite elle décroît. Elle remonte moins fort, elle décroît. C'est le propre du D, de l'EMDR, de la désensibilisation. Donc, nous avons des effets somatiques, vus, évalués. On le voit, le orthosympathique baisse, le parasympathique. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que nous avons une émotion qui est extrêmement rare à travailler en EMDR, et c'est le mot surprise. Le vaginisme est en lien avec l'émotion surprise. Quand nous sommes surpris, nous sommes tétanisés, nous sursautons, nous bloquons tous nos muscles. Et le travail qui a pu se faire, le déblocage, c'est sur la surprise. Problème de la surprise, c'est que elle devient attendue, elle devient permanente et la lassitude a fait l'arrêt de la thérapie de ma deuxième patiente. Ça ne marche pas et ça ne marche pas et j'en étais le responsable. Tous les signaux en termes de MDR étaient au vert, tous sans exception. Plus de cauchemars, envie de câlin, du désir sexuel qui est revenu, tous les souvenirs traumatiques traités, sensation de bien-être, sensation de joie, des projets de couple importants, achat d'une maison. On avait véritablement tous les paramètres, scénario du futur parfait, et cetera. À un moment donné, vous dites à votre patient: «Prenez la voiture». Vous dites à votre patient: «Prenez le train». Vous dites à votre patient: «Allez, réactivez votre compte Tinder». Vous dites à votre patient: «Prenez l'ascenseur, allez dans un souterrain». Et là, vous osez dire peut-être qu'il serait intéressant de réessayer. Eh bien, cet échec a mis fin, cet essai a mis fin à la thérapie. C'était un échec. Cliniquement parlant, même la kiné avait dit à la patiente, parce que la patiente faisait la kiné, pour la relaxation, lui disait: «Tout va bien, vous êtes tout à fait relaxé, il y a pas de douleur» et cetera. Donc vous comprenez bien que dans l'un, un beau succès, dans l'autre, un échec. Le vaginisme est véritablement une énigme. Alors, vous allez avoir les textes, vous avez, autour de vous des gens qui, ne jugent que par des textes et des articles scientifiques et qui vous disent, un taux de succès et cetera. La science aime s'auto-congratuler, nous l'avons vu avec le Lancet, d'accord? Hein? Elle aime bien dire des choses qui sont en fait liées à ce qu'elle a envie de dire. Moi, je vous dis, cliniquement parlant, la thérapie la plus complexe, c'est, comme je vous l'ai dit, la mort d'un enfant et maintenant, je vous le rajoute, dans les troubles de la sexualité, le vaginisme, parce qu'il touche le plus intime. Il touche malheureusement l'idée que la femme se fait
que si elle n'est pas pénétrée, elle n'est pas une femme, tout comme un homme, s'il ne n'a pas une érection, il n'est pas une femme, il n'est pas un homme. Et donc ça reste des convictions profondes et qui sont extrêmement complexes. Alors, vous allez me dire: «Monsieur Caudry, c'est quand même des cognitions négatives, ça fait partie de la phase, de l'EMDR». La phase combien déjà? Je me souviens plus, mon cher ami. C'est la phase 3, je crois. Mmh. Formateur EMDR. Hem, en France, mais pas de France. Et donc, et je peux pas m'en empêcher, quoi. Et donc cette cognition négative, elle cède. Elle cède, mais le symptôme qui est attaché à cette condition négative ne cède pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons quelque chose d'extrêmement profond, complexe. Il nous faut beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse pour notre patient, beaucoup de patience, être très humble, très modeste, très attentif. C'est pas la chose la plus facile pour, un homme que de parler de la sexualité, d'accord? J'étais très étonné que mes 2 patientes choisissent un homme pour traiter du vaginisme. Voilà, je crois que j'ai terminé, j'ai tout dit. Donc l'anamnèse, c'est quelque chose qu'il faut être extrêmement vigilant et très attentif et bien la détailler. Et maintenant, nous attendons vos questions, si vous avez des questions. Je vous écoute. Oui? Tout le monde entend. Je vais bafouiller, mais en gros, je voulais savoir, est-ce que pour le trouble érectile, est-ce que ce serait pas un indice, si lors d'une masturbation, seule, l'homme arrive à tenir l'érection et pas avec, la femme? Est-ce que ça montrerait pas plutôt un problème psychologique et pas anatomique, du coup? Alors, oui, c'est d'ailleurs une des questions que tout sexologue va vous poser. Avez-vous des érections devant un film porno? Le problème, c'est que ça active pas les mêmes zones du cerveau. Quand vous regardez un film porno, vous activez les zones les plus primitives de notre cerveau. Des zones qui d'ailleurs, ne sont pas stimulées, en dehors du film porno. Alors il suffit de lire un livre sur l'histoire de l'espèce humaine, vous vous doutez bien qu'il y avait pas l'électricité dans les cavernes. Vous vous doutez bien que, pour se reproduire, il fallait se rapprocher extrêmement près de l'appareil génital pour savoir si la personne était fécondable. Et il y avait donc la vision de l'appareil génital féminin ou de l'appareil génital masculin était donc un déclencheur du rapport. Et donc une des suppositions que nous avons, et parce qu'on a maintenant des gens qui sont addictifs au porno. Mais addictifs, ils ne peuvent pas s'empêcher de regarder. Ils ne peuvent pas s'empêcher de se masturber et du coup, ils ne peuvent pas, par là même, par voie de conséquence, ils ne peuvent pas, voir l'autre, incarné, qui n'est forcément pas parfait. C'est justement ça ce qui est beau. Donc oui, ce que vous disiez, Aurélie tout à l'heure, c'est, si vous avez des érections dans la nuit, c'est pas la même type de trouble érectile, par rapport au sommeil paradoxal. Dans le sommeil paradoxal, je rajouterais que c'est là où vous avez la sécrétion de testostérone. Donc c'est pour ça qu'il y a une érection. Ça n'a rien à voir avec un certain réalisation de désir dans le rêve. Enfin je dis ça, je dis rien, hein. D'autres questions? Oui, on la femme n'est pas hystérique, hein, on est bien d'accord. Hystérique, utérus, d'autres questions? Non, vraiment pas? Florent? Ah bah celle-là, je l'ai pas répétée la question que je vais te poser. En fait, on a pas mal, accentué sur le trouble en tant qu'empêchement, de la sexualité et ton intervention sur, la surprise me fait penser que, hem, parfois on a aussi des personnes qui vont exprimer, manifester ce qui les trouble au travers plutôt d'une forme de surconsommation, ou d'hyperactivisme, dans une forme de sexualité et est-ce que ce serait pas une façon justement de d'échapper, une autre façon d'échapper à cette surprise quelque part? Ça m'a valu, quelques petites déboires, ce trouble dans le TSPT
Alors, en fait, un des destins de la sexualité dans le trouble de stress post-traumatique, comme je vous l'ai déjà enseigné en licence 3, c'est la personne qui va donner tout, tout de suite à son partenaire et de façon presque, automatique et il suffit que l'autre la désire, d'accord? Pas que la patiente désire, hein, qu'elle soit désirée pour que ça déclenche de façon automatique un comportement sexuel immédiat. Ça, c'est malheureusement servi, quand c'est à la suite, d'une agression sexuelle, c'est servi malheureusement par l'avocat au débit de la patiente, puisque l'avocat va dire: «Cette personne a une sexualité, effrénée, mon client ne peut pas l'avoir agressée». En réalité, c'est: «Je vais te donner absolument tout, comme ça tu ne peux pas me faire du mal». Et ça, c'est extrêmement, fréquent, il y a un énorme processus de honte chez les patientes quand elles vous en parlent. Elles vous disent: «Je peux pas m'en empêcher, dès qu'un homme me désire, je lui donne tout et je suis donc du coup les conditions négatives, que l'on connaît». L Quand on explique ça, quand on explique ce que je viens de faire, ça marche très bien, elles comprennent parfaitement. Le désir de l'homme est un déclencheur d'alarme. Je vais lui donner donc tout ce qu'il faut pour qu'il ne m'agresse pas. Le vaginisme, c'est exactement à l'opposé. Ça ne passe pas, ça ne passe pas. Moi, je me souviens de cette anecdote de cette patiente. Elle avait 16 ans, elle sort comme une jeune fille de 16 ans, hein. J'ai 3 filles, j'en ai une qui arrive sur ses 14 ans et j'en ai 2 grandes. Donc je m'apprête à vivre ce moment où elle rentre tôt le matin. Eh bien, elle rentre tôt le matin et sa mère l'agresse dans l'entrée, en la frappant, en la faisant tomber par terre, en lui en donnant des coups de pied, lui supposant qu'elle avait eu un rapport intime dans la nuit. Ce qui n'était pas tout à fait faux. Ils avaient un petit peu fait de préliminaire, mais il n'y avait pas eu, pénétration. Le début de la sex Il n'y a pas pire que début de la sexualité pour une femme que de voir l'interdit d'une mère. Moi, je surjoue l'interdit du père, hein, je le surjoue, nom, prénom, test de QI, 20 ans de psychanalyse, et peut-être qu'il peut venir boire un verre à la maison. Voilà. C'est ce que je disais, ça faisait absolument rire, mes 2 grandes, et elles ont fait exactement tout ce qu'elles voulaient, naturellement, et c'est très bien comme ça. Heu, pour la troisième, je risque d'être un petit peu plus mais bon. Alors, donc, il y a bien alors on va pas faire un peu de psychanalyse un peu trop rapide de dire que toujours c'est la faute de la mère. Parce que, dans les 2 cas, la mère a eu un rapport intrusif dans la sexualité et c'est pas tant la sexualité, c'est dans l'intimité de leur enfant et dans l'une, en plus, maintenant je me rappelle, celle qui a été guérie, c'est que sa mère, lui interdisait d'avoir de rapports intimes alors qu'elle avait des rapports intimes la nuit, très bruyants, alors que sa fille dormait dans la chambre à côté et c'est quand on a travaillé le dégoût de cette scène-là, que ça a libéré la sexualité, de la patiente. Voilà, d'autres questions? Oui? Alors, on a quelqu'un qui nous demande comment le trouble de l'intérêt pour l'activité sexuelle concernant le trouble de l'intérêt sexuel, comment faire la différence entre le trouble et la sexualité auprès des patients? Sont-ils liés? L'un dépend-il de l'autre? Heu, c'est une excellente question et je vous remercie de me l'avoir posée. Là, je suis en train de réfléchir à comment vous répondre. Alors, la sexualité, c'est extrêmement intéressant parce que c'est peu étudié et c'est peu étudié et on ne le dit pas assez, mais il y a énormément de couples qui n'ont aucun rapport intime et pendant des années. Donc c'est très, très peu dit, mais
On part du principe qu'on a des rapports intimes, que l'homme a des besoins, que la femme et cetera. Mais il y a une asexualité qui est très, très peu étudiée. Tu es tombé sur des chiffres, non? Ouais. Heu, je ne sais pas, si on peut lier les 2. C'est une excellente question. Hem, je dirais que les personnes qui nous consultent par absence de désir, ce n'est pas une asexualité, c'est qu'ils en souffrent. C'est qu'ils en souffrent de l'absence de désir. Donc c'est pas qu'ils ont pas de sexualité, mais ils souffrent de leur manque de sexualité. La sexualité, c'est un A privatif, c'est-à-dire, il est probable que la personne n'éprouve aucun désir sexuel et qu'elle se trouve très bien comme ça. Voilà, peut-être que ce serait un bon début de réponse. D'autres questions? Vraiment pas? Claudia? Non? Oui? Avec plaisir. Merci. Merci. Moi, j'avais une question. Quand vous disiez les différents types de troubles sexuels qui étaient référencés dans le DSM, à la fin, il y en avait qui étaient avec les substances et je vois pas trop le lien entre, troubles mentaux et enfin, vous le DSM, c'est pour classer les troubles mentaux, heu et les conséquences et là, on parle de substances donc comment ça s'explique dans la clinique, concrètement? Alors oui, alors, là aussi, c'est très intéressant. Vous avez des personnes, qui ont une addiction, notamment l'alcool et alors l'alcool, ça a soit un effet inverse, ça va, désinhiber sexuellement, soit ça a un effet d'inhibition totale. Donc je ne sais pas si c'est de cela dont vous voulez parler. Vous avez l'utilisation du cannabis, ça dépend un peu de chaque personne, en fait. Ah, c'est une bonne question. Alors, dans tout diagnostic différentiel, il faut effectivement travailler s'il y a eu un médicament, notamment par rapport au cancer de la prostate, des choses comme ça. Oui, tout à fait. Ça fait partie du diagnostic différentiel. Vous êtes dans quelle formation, mademoiselle? D'accord, vous rentrez dans quel master? Le D 3? Son votre prof de votre prof de MDR. D'autres questions? Excellent choix, mademoiselle. Il me semble que j'ai créé ce master avec Andrea. D'autres questions? Alors moi, ce qui m'a étonné, c'est quand j'ai regardé les DU de sexologie. Je ne sais pas si vous avez jeté un coup d'œil. En fait, c'est des poèmes à l'après-vers et il y a très, très peu de thérapie. Très, très peu de thérapies qui sont associées et notamment quand on sait que la plupart des dysfonctions sexuelles sont en lien avec un trauma. Donc le MDR est une bonne indication. Alors je vous ai montré, une réussite, un échec. Heu, c'est extrêmement rare que les gens consultent que pour ça. Moi, j'ai eu des patientes qui avaient ça, mais elles ne consultaient pas pour le vaginisme, elles consultaient pour leur agression sexuelle et puis ça s'est un peu libéré tout seul, d'accord? Mais c'était des personnes qui avaient acquis, d'accord? C'était pas inné. Les 2 personnes dont je vous ai montré, elles n'ont jamais eu de rapport intime, avec pénétration. J'ai essayé d'éviter le mot normal. Avec pénétration, jamais. Et quand c'est à la suite d'un accouchement, à la suite par exemple des douleurs à la suite de l'accouchement qui font des douleurs à la pénétration, c'est des choses qui sont très faciles à régler en EMDR, hein. Vous avez eu le séminaire précédent sur les douleurs, ça marche très, très bien. D'autres questions? Non? Moi je pourrais peut-être rajouter quelque chose. En ce moment, je relis, comme j'ai un peu de temps en ce moment, je relis Le Normal et le Pathologique de Canguilhem. Alors Canguilhem est un drôle de personnage puisque c'est une personne qui a été, fils de paysan, qui a été extrêmement bon au brevet des collèges, au brevet élémentaire. Du coup, on lui a donné, une bourse, il a fait, Normal supérieur et il a été, un résistant
Heu, il a fait l'école d'Ulm et il a écrit ce livre qui est quand même, moi, mon livre de licence. C'est une des références de livres de licence, donc ça remonte dans les années 80, début des années 80. J'ai écouté Roland Gori récemment, je ne sais pas si vous êtes allé le voir, dans, u u Un esprit, Un monde sans esprit? Non? Je vous le conseille, je vais essayer de le faire venir en janvier-février, de l'année prochaine, en 2024, pour représenter son film et je pense que, la psychanalyse peut nous aider, sous certaines conditions, que je peux vous expliciter très rapidement, à comprendre, la psychothérapie EMDR. Donc là, c'est vraiment le grand changement qui s'opère en moi. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu quelques moments de liberté que j'ai mis au profit de relire un peu, mes livres, de jeunesse et dans Le normal et le pathologique, il montre très, très bien que ce qui est considéré comme pathologique est totalement lié à l'environnement de son époque et que ce que nous venons de voir aujourd'hui est typique du, de ce que disait Canguilhem. Par exemple, est-ce que vous savez dans quel livre la femme réclame son devoir, son d'avoir un orgasme? Eh bah, c'est dans Emma Bovary de Flaubert. C'est une femme qui est mariée, qui s'ennuie avec son mari et qui prend un amant parce qu'elle s'ennuie à mourir. Bien évidemment, cet ennui à mourir est aussi la condition féminine de son époque et qui va la conduire au suicide. Parce que rejetée à la fois de son mari, qui est gentil, hein, c'est un gentil gars, hein, et rejetée par son amant. C'est la première fois dans l'histoire de la littérature que, la femme revendique le droit à avoir du plaisir dans le rapport intime. Alors bien évidemment, on met de côté Sade, qui n'a absolument rien à voir avec ça. C'est absolument très, très mal écrit. Je préfère largement, ce que Houellebecq dit, des rapports intimes de notre époque. Des questions? D'ailleurs, je l'ai mis là. J'ai mis Michel Houellebecq. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai mis sur le support de l'ordinateur, j'ai mis Michel Houellebecq, j'ai mis un architecte qui est cité par, Houellebecq lorsqu'il travaille sur, son essai, de l'Heroic Fantasy, ça y est, son nom m'échappe et puis j'ai mis, Spinoza. Des questions? Oui? Est-ce que cela est déjà arrivé en thérapie qu'une patiente utilise le voile de la croissance post-traumatique? Le voile? C'est quoi le voile de la croissance? Est-ce que vous pouvez préciser le voile de la croissance post-traumatique? S'il vous plaît? Le voile, je sais ce que c'est en psychanalyse. La croissance, je sais ce que c'est en développement. Ah oui! Ah oui! J'ai presque envie de donner la parole à, mon ami Florent Viard sur le voile, le dévoilement du trauma. C'est le dévoilement du fantasme, en fait. Attendez, je te passe le micro. Bah, je vais raccrocher un peu avec cette idée de surprise toujours, c'est-à-dire, heu, on va voiler, les fractions de l'intime et justement parce que, dévoiler l'intime, c'est les fractions. Donc pour ne pas rejouer, revivre les fractions de l'intime, on va se voiler quelque part, les fractions traumatiques. C'est pour ça qu'après le voile se lève petit à petit, mais pas d'un coup. Voilà comment on pourrait le penser, c'est-à-dire toujours ce rapport avec la surprise et comment on va essayer de s'y extirper, d'échapper à cette effraction et la drogue, par exemple, est un moyen de, ne pas sentir la difficulté, de l'effraction, même parfois sur le plan physique. Alors tu me fais alors, j'espère qu'on a répondu, à une fausse résilience, si vous préférez. Alors très intéressant parce que je suis justement en train de lire le livre de Cyrulnik sur la résilience. Alors aujourd'hui, j'ai eu une patiente qui est revenue pour faire, le bilan après l'arrêt de la thérapie donc au bout d'1 mois et cette patiente est venue en me disant: C'est très étonnant monsieur Coderry, je vais très bien, je tout va très bien sauf que
depuis un mois, non, c'est depuis un mois, je rencontre des hommes et je n'éprouve aucun désir. J'ai aucun désir sexuel. Il y en a même un qui me plaisait bien. Il a voulu m'embrasser, je lui donnais la joue. Là, du coup, je me suis retrouvé avec 15 ans, personnellement, en troisième. Mais elle en a pas 15, hein. Et en fait, c'est une des choses qu'on a travaillé, que je travaille maintenant systématiquement, en thérapie, c'est les rapports non alors ce ne sont pas des viols, c'est en fait des viols, mais c'est pas perçu comme un viol. C'est les rapports non consentis, heu mais qu'on y consent pour faire plaisir à son copain. C'est-à-dire que, pour aller très simple, la personne n'a pas envie, le copain veut et l'autre se laisse faire. Ça, cette phrase-là, elle est terrible. Elle est terrible parce que c'est la phrase des violeurs: «Laisse-toi faire» et ça, c'est perçu, heu, comme, heu, en EMDR, quand on demande de se concentrer sur cette scène-là, c'est vécu comme un viol et ça, c'est encore un peu méconnu. Donc j'espère un petit peu vous avoir répondu, madame ou monsieur. Il n'y a aucune maladresse de mes termes, et il n'y a pas de questions stupides, il n'y a que des silences idiots. Tous mes étudiants rigolent parce que c'est une phrase que je donne régulièrement. On a terminé? Alors Bastien, nous nous retrouvons quand et pour quel séminaire? Alors, merci à tous. On se retrouve du coup fin octobre pour parler de la phobie sociale. Et ensuite, on se retrouvera en décembre pour parler de troubles dépressifs. Voilà, merci à vous d'être venus et d'avoir encore répondu nombreux. Merci à André Quadéry et à Aurélie Pauliac pour leur intervention. Et on vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci.